Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Un nouveau mouvement armé né au Mali, l'Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité Peul et la restauration de la justice. C'est son nom, son objectif, protéger les Peuls qui seraient victimes d'exactions. La Somalie, un pays risqué pour les médias en raison de la montée en puissance des Chebabs, mais pas seulement. Un journaliste, Abdi Fattah Hassan, s'élève contre les entraves à la liberté de la presse. La Société de développement du coton du Cameroun ouvre un nouveau chapitre. Un nouveau directeur général, Mohamedou Bayero, vient d'être nommé. Il hérite d'une entreprise en crise. Nous analyserons les défis qui l'attendent. Mais avant de développer ces titres, Jean Ping, candidat à la présidentielle gabonaise du 27 août, est sommé par le procureur de la République de se présenter aux autorités judiciaires. L'opposant accusé d'incitation à la haine ne s'est pas rendu à ses deux premières convocations, notamment à celle du 20 juin au parquet de Libreville. Jean Ping dénonce un acharnement judiciaire visant à le rendre inéligible à quelques semaines de la présidentielle. L'Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité Peul et la restauration de la justice vient s'ajouter aux nombreux groupes armés présents dans le septentrion malien. Son ennemi, les forces gouvernementales que le mouvement accuse de s'attaquer aux Peuls. Le mouvement déclare vouloir mettre fin aux exactions contre cette communauté. Le mois dernier, 90 Peuls auraient été tués près de la région de Mopti, des affrontements intercommunautaires. Reportage Mokhtar Bari. L'Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité Peul et la restauration de la justice ANS-IPRJ, c'est le nom du groupe d'autodéfense que vient de créer Oumarou Al-Janna. Le Front de libération du Massina dirigé par le prédicateur Amadou Koufa avait mis à mal l'entente entre les Peuls et les autres communautés dans la zone. Comment est-on arrivé à cette situation? Quel impact peut-elle avoir sur la mise en œuvre des accords? Kissal, observatoire de l'association Tabital Poulakou International, avait tiré la sonnette d'alarme avant ce drame. Le gouvernement y avait dépêché des émissaires et procédé à des arrestations. Oumarou Al-Janna faisait partie de ces associations ayant pris l'initiative de tirer sur la sonnette d'alarme. Nous, en tant que Kissal, on se désolidarise de toute velléité, en tout cas sécessionniste, de tout mouvement armé, parce que dans nos chartes, nous pensons que ce qu'on peut faire, c'est d'informer qui de droit sur ce qui se passe, c'est d'alerter, c'est de faire des conférences de presse et d'attirer l'opinion nationale et internationale sur les exactions, sur les arrestations arbitraires dont les peuples sont victimes. Mais de là, en fait, à s'armer, ça c'est notre pas, en fait, dont on n'est pas solidaire. Même si, par ailleurs, depuis un an, on sait que si on n'avait rien fait, ce risque-là de création de ce mouvement était réel. Nous connaissons ceux qui ont créé ce mouvement, nous avons déjà discuté avec eux et nous les avons dissuadés. Le fondateur du groupe d'autodéfense, l'Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité Peul et la restauration de la justice, dit disposer de 700 hommes et de soutien tant au niveau national qu'international. Selon certains analystes, la création de ce mouvement armé peut être une diversion pour compliquer l'application des accords de paix. La déstabilisation du centre constituera un mur entre le nord et le sud et ouvrira la voie libre aux indépendantistes. C'est la région de Mopti qui constitue le trait d'union entre le nord et le sud. Si cette localité aussi nous échappe, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de lien entre le nord et le sud. Et ça va arranger les indépendantistes qui n'ont pas de le projet d'indépendance qui, par la situation actuelle, ont dû mettre en surveillance leur mission. Mais si une situation nouvelle se crée et profite et donne des opportunités d'aller à une indépendance, ils ne vont pas s'en priver. L'Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité Peul et la restauration de la justice ANS-IPRJ vient s'ajouter à la kyrielle des milices d'autodéfense dans la partie nord du Mali. Notons que tous ces groupes armés, qu'il s'agisse du MNLA, du Gatia, du Gandakoy ou du Ganda Izo, du Ansardine ou du Front de libération du Massina, sont d'obédience ethnique ou islamiste. Une délégation dépêchée par l'Union africaine est présente à Bujumbura depuis ce mercredi afin d'évaluer la situation au Burundi, un pays plongé dans une crise depuis plus d'un an. Une rencontre serait programmée avec notamment le président Pierre Nkurunziza en février. Une première mission constituée de 5 chefs d'État africains s'était déjà rendue dans le pays. Son succès et fin 2015, au plus fort de la crise, l'UA avait prôné l'envoi d'une force de 5000 hommes pour tenter d'enrayer le cycle de violence, proposition refusée par le pouvoir burundais.
La Somalie est l'un des pays les plus risqués pour les professionnels des médias. 45 journalistes ont été assassinés en Somalie depuis 2007. Sur le terrain, les journalistes sont confrontés à la montée en puissance des Chebab, mais également à certains politiques qui désapprouvent leur couverture de l'information. Des conditions difficiles donc régulièrement dénoncées par Abdi Fattah Hassan, un journaliste qui opère depuis bientôt 5 ans. Deo Gracias Podo. Malgré les assurances des autorités, la Somalie reste l'un des pays les plus dangereux pour les professionnels des médias. Depuis 2007, près d'une cinquantaine de journalistes ont été assassinés dans ce pays marqué par la montée en puissance des islamistes Chebab. Pas de quoi démotiver Abdi Fattah Hassan, l'un des célèbres animateurs radio de la capitale Mogadiscio. Depuis 2012, le journaliste vivant avec un handicap tente d'exercer sa profession au quotidien en faisant le porte-voix des personnes discriminées et en jouant un rôle d'éveilleur de conscience. J'ai décidé d'être journaliste il y a plus de 10 ans et c'est avec l'aide de certains collègues dans le domaine et mes propres efforts que je suis devenu professionnel. Je produis 2 programmes. Le premier porte sur le handicap en Somalie et l'autre un programme interactif dans lequel nous discutons de l'actualité dans le pays. Selon l'ONG Reporters sans frontières, la Somalie occupe le 167e rang sur 180 pays dans le classement 2016 de la liberté de la presse dans le monde. La profession de journaliste est un défi majeur, notamment à Mogadiscio, où les islamistes Chebab, en lutte contre le gouvernement, mènent régulièrement des attaques contre les professionnels des médias qu'ils accusent d'être des relais des autorités. Les journalistes somaliens font face à beaucoup de problèmes quand ils exercent leur profession. Les journalistes perdent souvent la vie quand ils couvrent les événements. L'an dernier, 5 journalistes ont été tués, mais la plupart sont toujours prêts à continuer de prendre le risque. Le gouvernement somalien a récemment décidé de renforcement de la sécurité à Mogadiscio, mais de nombreuses parties de la ville restent encore sous la menace des islamistes radicaux, les Chebab. Un groupe armé affilié à Al-Qaïda dispose également de leur propre radio et diffuse régulièrement des messages de propagande. Chassés de la capitale somalienne en 2011, ils commettent régulièrement des attentats dans le pays. Début juin, une journaliste qui travaillait pour la radio d'État a été abattue près de l'université de Mogadiscio. Dans le reste de l'actualité également, un nouveau gouvernement a été formé ce mercredi en Guinée équatoriale. Celui-ci fait suite à la dissolution de l'équipe du gouvernement le 17 juin après l'élection présidentielle du 24 avril. Dans la nouvelle équipe, on retrouve Théodorin Nguema Obiang au poste de premier vice-président de la République, chargé de la défense. Ignacio Milam Ntang occupera le fauteuil de premier vice-président de la République. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Au Cameroun, Mohamedou Bahéro occupe désormais le poste de directeur général Sodé Coton. Sa nomination intervient dans un contexte de crise au sein de la compagnie, avec notamment l'effondrement des cours du coton sur le marché mondial et les arrivées prématurées des pluies qui ont détérioré, qui ont porté un coup dur à la production. Un reportage de notre correspondant au Cameroun, Chérif Ousmane Mbardunka. Sur la période de 2014-2015, la Sodé Coton, la société de développement du coton, a enregistré des pertes évaluées à près de 22 milliards de francs CFA. 6 milliards de francs CFA seulement ont été couverts par la subvention de l'État. Pour se remettre à flot, le management de l'entreprise a soumis au gouvernement un plan d'investissement de 30 milliards de francs CFA qui tarde à être implémenté du fait de l'endettement de la Sodé Coton. Différents facteurs ont entraîné ces manques à gagner qui inquiètent ce secteur névralgique de l'agro-industrie. La principale raison est la baisse des cours mondiaux des matières premières. Ce n'est pas seulement le pétrole, le coût du baril du pétrole dont on parle le plus, mais également la plupart des autres matières premières. Mais on peut ajouter quand même un autre phénomène exogène qui est le phénomène des pluies. Avec les changements climatiques dont on parle régulièrement, on ne mesure peut-être pas assez les conséquences que cela peut avoir sur des productions pour lesquelles l'influence de la pluie est importante. Selon qu'il pleut beaucoup ou qu'il ne pleut pas assez, cela peut se traduire par beaucoup de pertes au niveau de la production. C'est ce qui malheureusement s'est passé avec la Sodé Coton ces 2 dernières années. Et on ne peut pas ne pas parler de l'insécurité et du phénomène de Boko Haram
qu'on évoque dans notre pays depuis 2 ou 3 ans aujourd'hui. Parmi les autres causes de la crise à l'assaut de coton, on évoque également les difficultés de transport du coton des zones de production aux usines d'égrenage, le déficit en énergie électrique et la vétusté de certains équipements. Les choix de management de cette entreprise sont également mis en cause. Et pour sortir de cette crise et s'adapter à la conjoncture actuelle, des solutions sont préconisées. Les solutions se trouvent simplement, je vais dire trivialement, dans la résolution des problèmes qui sont identifiés. Le Cameroun aura du mal à intervenir au niveau de la fixation des prix des coûts de matières premières, mais s'il peut bien gérer la question de l'insécurité. Des mesures sont en train d'être trouvées par rapport à ça. S'il peut régler définitivement cette question des contrats avec les petits producteurs, peut-être qu'à partir de ce moment-là, on va arrêter la saignée et les pertes pour recommencer à monter. Pour 2016, l'entreprise envisage une production de près de 300 000 tonnes et 600 000 tonnes d'ici 2020. Un défi pour le nouveau directeur général Mohamedou Bayero, installé ce lundi. Les challenges de cet ancien cadre de l'assaut de coton sont nombreux. Il devra, selon les observateurs, prendre des mesures qui vont accompagner la relance des activités et l'adaptation aux exigences actuelles de l'assaut de coton, fleuron de l'agro-industrie dans la partie septentrionale du Cameroun. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.